Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live du lundi 29 avril, le deuxième live en réalité de la journée parce que j'en ai fait un petit ce matin. Mais voilà, là c'est le live important de la journée, c'est ce live qu'on va faire ensemble sur le Bouddha Café. Je vais faire un petit résumé de ce manga pour ceux qui avaient raté la session d'il y a 2 semaines. C'est pas bien compliqué, hein. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce manga déjà en fait, hein, simplement parce que il a l'avantage d'être assez bien fait pour présenter le bouddhisme japonais contemporain. C'est une histoire qui se passe de nos jours, avec vraiment le point de vue d'une personne qui n'y connaît rien. Parce qu'en fait, ce petit manga, un manga café, il va nous présenter un certain nombre de personnages, mais l'héroïne de ce manga, c'est cette jeune demoiselle qui s'appelle Luli. Et donc il y a Gulli dans le chat à chaque fois. Gulli croit que je parle d'elle, mais en fait non, c'est Luli. Luli, en fait, c'est vraiment la japonaise moyenne. C'est-à-dire que elle n'y connaît strictement rien en bouddhisme. Elle ne sait pas vraiment c'est quoi la différence entre bouddhisme, shintoïsme, les prêtres, les, euh, les, euh, les officiants shinto, c'est quoi un sanctuaire, un temple et tout. Elle n'y connaît vraiment rien. Elle n'y connaît vraiment rien. Et en fait, elle va débarquer comme ça, un jour, dans le Bouddha Café. Le Bouddha Café, c'est un Bouddha qui est tenu par 3 moines qui ont un intérêt. Déjà, c'est le fait qu'ils appartiennent à des écoles du bouddhisme différentes. Et donc, à travers ce manga-là, on va avoir un peu un aperçu de ces différentes branches du bouddhisme et de voilà quelles sont un peu leurs spécificités, leurs différences, mais aussi en quoi elles peuvent être communes d'une certaine façon. Donc, elle se retrouve à bosser dans ce café, mais elle n'y connaît strictement rien. Et en plus, Luli, elle a un gros problème, c'est qu'elle est hyper maladroite. Elle fait des gaffes en boucle et en fait, elle s'est fait virer de tous ses boulots avant. Et là, elle a de la chance parce qu'elle tombe du coup sur des bonzes, des moines, hein, qui sont relativement sympathiques et patients. Donc, je vais vous présenter, on les avait déjà vus la dernière fois, mais je vais vous représenter justement les différents bonzes dont il est question. On en a du coup 3. On a Amida Sairen, qui va s'appeler Ren, hein, dans le reste du manga. Ren, c'est un moine Jodo Shinshu. Comme moi. Moi aussi, je suis un moine Jodo Shinshu. Donc lui et moi, on est de la même école du bouddhisme japonais. Donc voilà, une école, on aura l'occasion d'en reparler, mais qui se caractérise notamment par le fait que les moines n'ont pas de règles spécifiques à suivre, ils vivent vraiment comme des personnes normales. Et donc, Ren-chan ici, lui, c'est le cuistot, globalement. Enfin, le cuistot et la personne qui s'occupe de faire les cafés, le barista, en fait. C'est le barista et le cuistot. Il fait des gâteaux et il fait, du coup, principalement le café. Au milieu, on a ici un moine Shingon, qui est l'école ésotérique, qui s'appelle Shunkai, qu'on appellera Kai dans le reste du manga. Kai, lui, c'est le sous-chef, entre guillemets, du Bouddha Café, et c'est celui qui gère les comptes en particulier. Et on a en dernier Shakado Ryuko, qu'on appellera Ko-san dans le reste des mangas. Ko-san, lui, il est de l'école Zen Rinzai, donc une des deux branches du Zen. Et c'est globalement lui le boss du café. Voilà, lui, c'est globalement le chef. Donc voilà nos 3 personnages principaux. Pour l'instant, vous avez besoin que de connaître cela, plus bien sûr notre héroïne, qui est Luli. Donc voilà, la dernière fois, on l'avait vu qui commençait à se familiariser avec le café et surtout qui faisait des bourdes. Justement, les moines ont découvert que ça allait être compliqué avec elle parce que voilà, non seulement il faut lui apprendre des choses sur le bouddhisme, mais en plus, il va falloir être patient sur le côté manuel et service aux clients. Mais bon, on va voir qu'elle aura aussi elle-même des choses à apporter. Donc, on s'était arrêté à ce chapitre ici qui est la satisfaction du coupable qui s'ignore. Donc, je vais faire exactement comme j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire je vais déjà vous lire une planche du manga, et ensuite on va voir ce qu'on peut en apprendre sur le bouddhisme via cette planche spécifique avec le côté humoristique. On avait vu que de temps en temps il y a certaines blagues qui sont difficiles à comprendre justement quand on ne connaît pas du tout le bouddhisme, donc je suis là aussi pour vous les expliquer. Et je vois du coup à Gulli qui dit je plaide coupable, j'ai déjà lu les 30 premiers chapitres du manga, je pouvais pas attendre 2 semaines. Et puis salut Sabdevo qui est arrivé aussi. Donc je vous propose d'attaquer ça tranquillement. Juste pour rappel, du coup, ce manga, hein, à l'heure actuelle, n'a pas été traduit en français. Il y a ça, c'est la version japonaise que j'ai ici, que j'avais acheté à Kyoto en 2018. Il existe des scans en anglais. Et là, moi, ce que je fais, c'est que pour ces sessions, je traduis en français la partie du manga pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Au début, je voulais le faire en anglais et puis le traduire en live, mais je me suis dit, bon, ça ne demande pas énormément de travail de le faire, et comme ça, c'est plus facile pour tout le monde pour le lire. Donc, je vous propose du coup de commencer avec la satisfaction du coupable qui s'ignore. Donc la jeune Luli qui arrive pour servir
Désolé pour l'attente, voici votre matcha. Donc matcha, hein, c'est du thé japonais. C'est un thé qui est préparé comme ce que fait Ko-san ici sur cette image. On le voit là dans un petit bol. Il est en train du coup de fouetter le thé. C'est un thé en poudre qu'on va fouetter et qui est vraiment une tradition japonaise, hein. Il y a des cérémonies là-dessus. Donc lui, c'est entre autres son travail à Ko-san, en plus de gérer on va dire le café en lui-même, il s'occupe aussi de la partie thé. Donc voilà, elle lui dit voilà le matcha. Elle dit tout s'est bien passé. Il fait il est content, il fait c'était parfait lui, très bien, excellent. Et là, il réalise que ils sont tous en train de boire le thé avec une paille. Et les gens ils se disent mais une paille pour le thé, ouais, si les autres l'utilisent, c'est que ça doit être c'est comme ça que ça se fait dans les cafés traditionnels, non? Et elle est toute contente parce que ouais, ils sont tout contents. Et il est mais d'où vient cette étiquette? Et donc voilà, la blague bien sûr, c'est que normalement jamais, au grand jamais, on boit un matcha avec une paille. Mais comme c'est Lully et il connaît strictement rien en culture trad, elle s'est dit ouais bah ça va être plus fancy avec une paille, tout le monde sera content. Et donc les Japonais ils regardent autour et ils se disent bon bah si tout le monde le fait, moi je le fais aussi. Donc ce qui est intéressant de discuter déjà ici, c'est pourquoi est-ce que c'est notre bon Ko-san, notre moine zen, qui s'occupe de la cérémonie du thé. En fait, déjà principalement parce qu'il y a toujours eu historiquement un lien important entre la cérémonie du thé et le bouddhisme zen. C'est la branche vraiment du bouddhisme qui a été le plus liée à cet art traditionnel. Temacha qui dit hérésie la paille. Voilà, on a Temacha, on a quand même Temacha, on a Temacha dans le chat. Ce gag s'adresse à Temacha. C'est pour toi Temacha. Donc voilà, en fait, c'est ça. Traditionnellement, donc les moines, il y a un fort lien entre le bouddhisme zen et la cérémonie du thé, notamment de par le fait que la cérémonie du thé visait une forme d'esthétisme épuré dans sa pratique, dans son lieu. Donc c'était en général réalisé dans des salles de thé qui étaient très petites, très épurées, avec souvent une seule œuvre d'art principale, et donc une cérémonie très longue, très millimétrée, très rigoureuse. Et en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu le bouddhisme zen ou qui ont eu l'occasion d'aller dans des temples zen, vous savez peut-être qu'en fait, le mot zen, tel qu'on l'emploie nous en Occident dans le langage courant, ne s'applique pas du tout à ce qui se passe réellement dans les temples zen. En fait, nous, quand on dit zen, on imagine, oui, le truc à la cool, je suis bien détendu, je suis zen et tout. Passez une journée dans un temple zen et ensuite, vous n'aurez pas le même sens de ce mot. Parce qu'en fait, le bouddhisme zen se caractérise notamment par des règles extrêmement précises et millimétrées pour chaque partie de la journée, chaque élément, chaque chose qu'on doit faire. Tout est très rigoureux. C'est très martial. En fait, le zen, c'est une des formes du bouddhisme japonais qui est le plus martial dans son attitude. Voilà, tout est réglementé, tout est régi. Quand la cloche sonne, on va faire ça. On s'assoit en zazen, on ne bouge pas contre le mur ou dos au mur en fonction de la tradition. Dans la tradition Rinzai de Ko-san, on est plutôt dos au mur, donc on regarde vers la salle. Et si on s'endort, il y a un mec qui passe avec un bâton pour vous taper sur l'épaule pour vous réveiller. Donc voilà, et puis comme dit Jardin de Thé, déjà 1 heure de zazen devant un mur à 5 heures du matin, en te faisant taper sur l'épaule par le mec derrière toi, si jamais tu commences à te relâcher, à t'endormir un peu, on n'est pas sur les vacances à la plage à Ibiza, hein. C'est pas ça le monastère zen. Moi, j'ai toujours souvenir, pour la petite anecdote, je suis allé passer justement une petite journée dans un monastère zen en Suisse qui n'était pas très très loin de là où j'habitais avant, tout tenu par des nonnes, vraiment un monastère. Et j'ai notamment mangé avec eux. Waouh, tout est tellement précis, il faut pas faire de bruit quand tu manges, il faut utiliser il y a plusieurs bols qu'il faut utiliser d'une telle façon, ensuite tu les nettoies d'une certaine façon. Puis il y avait un gars qui devait frapper un truc pour lancer le début du repas, et il jouait un peu avec ses doigts, il s'est fait engueuler parce qu'il jouait trop avec le bidule pour lancer le repas et tout. Enfin, c'était fou pour moi. Et donc je me suis dit, waouh, c'est beaucoup trop strict pour moi. Donc voilà, c'est très très réglementé. Et du coup, on ressent aussi ce côté précis, épuré, le fait d'être extrêmement dans l'instant, avec une attention portée sur tous ses gestes, dans la cérémonie du thé. Et donc là, le pauvre Ko-san, quand il voit ça, il se dit, qu'est-ce qui est advenu de la tradition? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, c'est bien sûr la petite blague, parce que ça reste vraiment un art extrêmement, extrêmement précis. Et je disais ici, on trouve souvent un pavillon de thé dans les temples zen. Voilà, le lien en fait est vraiment très fort entre les deux. Donc c'est marqué aussi par ça notamment. Je regarde un petit peu. Oui, ça manque de folie, c'est ça. Bah, après, il y en a pour tous les goûts. Et, Jardin de Thé qui dit apparemment c'est frugal aussi, effectivement. Le zen, ça reste aussi extrêmement frugal. Voilà, on vise le côté épuré, le côté précis.
Et c'est en suivant les règles que voilà, on est censé justement pouvoir s'approcher de l'éveil, en fait. Et il y a un petit bouquin, il faudrait que je vous le retrouve, qui est vraiment pas mal là-dessus, qui raconte l'histoire d'un moine zen, justement, qui raconte son quotidien avec des petits dessins. Attendez, je vais juste vous le retrouver parce qu'il est vraiment sympa si vous avez l'occasion de le lire. Il coûte pas cher, en français en plus. Et vraiment, ça permet de découvrir, avant de se dire, oh, j'irai bien vivre dans un monastère zen, ça permet de découvrir un petit peu la brutalité du truc. Je vais vous le chercher, je vous le montre. Voilà, c'est ce petit livre-là qui s'appelle Le journal d'un apprenti moine zen de Satoru Gie. Et du coup, c'est à chaque fois plein de petites. Donc, il va raconter un élément de sa vie quotidienne et il va aussi l'illustrer avec un petit dessin. Et du coup, ça rend le livre très vivant et c'est vraiment voilà, le quotidien. Et on découvre vraiment à quel point c'est extrêmement, extrêmement raide euh, dans tous ces aspects. Quoi. Ça, moi, en tout cas, ça me donne pas envie d'aller dans un Master Zen après ça. Mais voilà, il y en a qui aiment ça. Et ça, c'est un des points qu'on va retrouver aussi un peu dans Bouddha le Café, euh, via, on va dire, la personnalité de chacun de ces trois moines. En fait, leur personnalité fait ressortir d'une certaine façon les éléments principaux de leur branche donc, du bouddhisme. Donc, par exemple, Kosan, qui est du coup un moine zen, il va être quand même assez à cheval sur les règles, assez précis sur voilà, tout ce qui est l'étiquette, la satisfaction client. Enfin, voilà, il est très droit dans ses bottes. On a Ren, qui est du coup, lui, beaucoup plus l'archétype du moine Jodo Shinshu comme moi, c'est-à-dire, par rapport aux autres, on va dire, il paraît un petit peu plus relâché, un petit peu plus nonchalant, parce qu'en fait, dans le Jodo Shinshu, on n'a pas de règles spécifiques à suivre, on vit vraiment comme des personnes normales. Et ensuite, Kai-san, le moine Shingon, lui, il a ce côté un peu plus caché, un peu plus mystérieux, fourbe, du côté ésotérique. Et donc, en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a justement différentes formes de bouddhisme pour différents types de personnes et différents types de personnalités. Par exemple, moi qui ai une assez forte aversion pour les règles et l'autorité, clairement, le zen, tel qu'il est pratiqué notamment dans les monastères, n'est clairement pas fait pour moi. Moi, c'est plus logique que je me sois tourné vers une tradition un peu plus anarchiste, sans règles, sans maître, etc., comme le Jodo Shinshu, parce que ça colle plus à ma personnalité. Et à l'inverse, il y a aussi des gens qui aiment les rituels très compliqués et mystérieux, qui se transmettent de maître à disciple et tout. Et donc, ben, ces gens-là, ils vont plutôt se tourner, par exemple, vers le bouddhisme ésotérique Shingon. Donc voilà, différents types de bouddhisme pour différents types de personnes et de goûts, de façon de fonctionner, façon de penser, etc. Et d'envie aussi. Donc voilà, je regarde, il y a aussi Temacha qui dit avec la paille, on est loin de l'élégance recherchée par la cérémonie. Oui, là, ça n'a pas marché. Mais bon, ils vont peut-être lancer une mode après tout, hein, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'était la première vignette dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous montre maintenant une seconde page. Un novice. Donc on explique un petit peu, on va en apprendre un peu plus sur Kosan. Kosan, c'est le gérant et le maître qui nous enseigne comment bien s'occuper des clients. Il a vraiment à cœur la satisfaction client. S'il vous plaît, n'oubliez pas de pratiquer Wagan Aigo quand vous parlez aux clients. Donc là, ils nous disent qu'est-ce que c'est Wagan Aigo. Ils nous font une petite explication. Un Wagan Aigo, c'est le fait de parler aux gens avec compassion et un sourire comme celui du Bouddha. Donc, quand on a un peu cette idée-là de Wagan Aigo, on va imaginer vraiment une personne du coup qui est douce, une personne gentille, mais aussi voilà cette espèce de sourire un peu rassurant qu'on va imaginer qu'un Bouddha va porter. Je vais vous montrer juste, attends, je vais faire une recherche, je vais vous montrer un exemple de ce qu'on entend souvent par ce sourire du Bouddha. Il y a une statue du Bodhisattva Maitreya qui est assez connu justement pour son sourire. Voilà. Attendez, je vais vous la mettre ici. Souvent, les Japonais, quand ils pensent à cette citation, ils vont un peu penser à cette image en particulier de Maitreya avec cette espèce de petit sourire, qui n'est pas un sourire du genre ouais, je suis à fond pour la joie, enfin, je suis pas en full joie de tout, etc. Mais un sourire gentil, compatissant, doux, un regard doux avec un sourire doux. Donc souvent, les gens imaginent cette image-là de Maitreya. Il fait le signe de baby metal.
Ah bah, il a le droit d'écouter du métal hein, en attendant de devenir un Bouddha. Écoute, moi ça me va, hein, pas de problème quoi. Salut Dag qui vient d'arriver. Donc voilà, c'est souvent à ça qu'on pense hein, quand un japonais va penser quand on imagine ce sourire, voilà, ce sourire de Bouddha, Bodhisattva, c'est ce sourire un peu de Maitreya. Et donc il dit à tout le monde, hein, allez-y, souriez avec le sourire de Maitreya, enfin le sourire du Bouddha avec plein de compassion. Sauf que lui, en fait, il n'arrive pas à sourire d'une façon naturelle et simple. On dirait un vieux démon, on dirait Fudomio. Il fait bienvenue. Du coup, il fait peur à tout le monde. Voici un siège pour votre fille. Merci. Ah, démon, ça fait peur. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Je dois m'exiler dans mes montagnes pour pratiquer mon sourire. Mon maître, ne vous découragez pas, s'il vous plaît. Alors, cette image-là, bon voilà, outre l'histoire un peu du Waganaigo, donc vraiment ce sourire qu'on imagine associé à une statue de Bouddha, euh, il y a aussi cette idée intéressante ici de la pratique dans la montagne. Ça, c'est quelque chose qui est assez fortement ancré dans le cœur des Japonais, et dans l'histoire du bouddhisme au Japon, ce lien entre la montagne et l'ascétisme. Cette idée qu'en fait, dans la montagne, c'est là où on va aller pratiquer pour essayer de s'améliorer. La montagne, elle a l'avantage de proposer des conditions qui sont difficiles, donc c'est une épreuve en soi à la montagne. Et en plus des difficiles conditions qu'on va pouvoir y trouver, hein, les bêtes féroces, l'absence peut-être de nourriture facilement trouvable, la montagne, elle est aussi réputée pour abriter des démons, des oni, qu'il va falloir combattre. Et en fait, la montagne a pris une telle importance dans le bouddhisme japonais que, il va y avoir une école spécifique, une forme même d'ailleurs, parce que c'est même plus vraiment une école, c'est une forme un peu bizarre de bouddhisme japonais qui va se créer sur la base de l'ascèse dans la montagne. Ça va devenir des moines montagnards. Et c'est ce qu'on appelle une école qui s'appelle le Shugando. Donc les pratiquants sont des Shugenja. On les appelle aussi les Yamabushi. Et en fait, donc ces Yamabushi, ces Shugenja, ce sont des moines bouddhistes avec des énormes guillemets, dans le sens où en fait, ça va être une tradition qui va mixer le bouddhisme ésotérique, donc le bouddhisme un peu secret qui se transmet de maître en disciple avec des mouvements de main, des paroles compliquées, etc., des visualisations. Donc ça va mixer ça avec du Shinto, avec du taoïsme et plein d'autres petits trucs à droite à gauche. Et en fait, ça va créer une sorte de tradition à part qui va s'appeler donc du coup le Shugando. Et leur pratique principale, ça va être de réaliser des austérités dans la montagne. Et ils vont imaginer qu'en fait, la montagne, ça représente un mandala. En fait, ils vont visualiser les montagnes comme étant des mandalas. Et donc, en parcourant la montagne, c'est comme s'ils parcouraient les étapes pour devenir un Bouddha, comme s'ils traversaient le corps de Bouddha. Et donc, ils vont, comme ça, s'approcher de l'éveil en pratiquant dans la montagne. Donc, c'est des moines montagnards. Donc, il faut savoir qu'il existe aussi ce type de bouddhisme, un bouddhisme montagnard. Et d'ailleurs, en France, hein, j'avais fait un react au tout début de la chaîne, on a un pratiquant, un Shugenja en France, qui a étudié au Japon, qui a pratiqué dans les temples au Japon et tout, dans la montagne, et qui maintenant pratique en France, je crois dans les Alpes notamment, et donc qui continue à perpétuer cette tradition. Donc, si vous allez chercher sur les vieilles vidéos, je crois que j'ai dû la mettre peut-être sur ma chaîne YouTube, je suis plus sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est assez intéressant d'imaginer aussi qu'il existe ce type de pratiques qui sont quand même dans l'ensemble, on va dire, réservées à des personnes qui sont prêtes à dépasser leurs limites. C'est des gens qui ont envie de... Et ils font pas des arts martiaux genre NT, en fait, c'est pas forcément, mais par contre, typiquement, le mec, donc le moine qui est Shugenja, lui, il fait des arts martiaux à côté. Il a un très très haut niveau dans plusieurs arts martiaux. Et en fait, il y a ce côté aussi, dépassement de soi. Je raconte souvent cette histoire, mais le moine en question, il raconte qu'une fois, il a passé, je crois que c'était 100 jours dans une grotte. Et en fait, il devait méditer énormément de temps, il dormait dans la grotte et tout, et il sortait juste pour faire un énorme marathon pour aller prier dans différents sanctuaires et temples. Et il revenait ensuite pratiquer les austérités dans sa grotte. Et les conditions étaient tellement horribles dans sa grotte, il raconte que ses vêtements et son sac de couchage a commencé à pourrir sous lui, tellement c'était humide dans sa grotte. Et voilà. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un qui aime ces conditions dures. Moi, je dis souvent quand je raconte cette histoire, moi, si j'aurais été à sa place, je serais rentré. J'aurais pleuré et je serais rentré voir Sab Devo, ma maman, qui est dans le chat. Moi, j'ai pas choisi cette branche du bouddhisme pour certaines raisons. Parce que je suis pas assez costaud. Mais il y en a
Il y en a aussi, bien sûr, hein, qui aiment cette forme, voilà, cette forme de bouddhisme. Et je l'ai mis ici, hein, les moines des montagnes, ce qu'on appelle les Shugenja. Il y avait aussi une autre forme qu'on appelait les Hijiri. Hijiri, c'était pareil, alors c'était pas directement des Shugenja, hein, c'était d'autres moines, d'autres branches du bouddhisme, mais qui malgré tout allaient pratiquer dans la montagne, un peu comme veut faire Kosan ici, hein, c'est plus proche des Hijiri. Ce sont des moines qui souvent sortaient un petit peu on va dire, du chemin classique des moines. Ils vivaient un peu hors temple d'une certaine façon. Ils allaient de temps en temps en temple, dans des temples pour dormir, récupérer un peu, mais ils passaient le plus clair de leur temps à vagabonder. Ils allaient aussi de village en village. Et, euh, et donc, ils apportaient souvent la bonne parole. Ils prêchaient le bouddhisme plutôt au peuple, voilà, dans les marchés, etc. Et après, ils retournaient pratiquer dans la montagne. Et un des plus réputés, un des fondateurs, hein, du Shugendo, donc cette voie d'ascète dans les montagnes, c'est En no Gyoja, qui est donc cette personne qu'on voit ici, qui a d'ailleurs, hein, le bâton avec les anneaux, un peu comme ce que porte Kosan ici, hein, qui est prêt à partir dans la montagne. En no Gyoja, c'est devenu une sorte de figure légendaire du Japon, et il était réputé pour avoir des pouvoirs magiques, et notamment être capable de plier les démons à sa volonté pour qu'il puisse ensuite faire son taf à sa place. Donc voilà, il avait cette réputation de dompteur de démons, de magicien, etc. Donc vraiment, il y a cette idée que voilà, la montagne, c'est le lieu pour se purifier et pour acquérir des nouveaux pouvoirs magiques, comme En no Gyoja. Voilà, cette petite vignette qu'on avait ici. Je regarde ce que vous me mettez dans le chat. Alors, euh, on parlait un peu je vois que ça parle un peu de zen, qui dit que la montagne ça vous gagne, voilà, c'est ça. Bah, pour Kosan, il se dit, c'est le moment là, il faut qu'il pratique son sourire dans la montagne pour avoir le sourire le plus parfait. Euh, alors, il y a Christine qui dit le zen ne semble pas trop s'accorder avec la compassion. Cette discipline doit assécher la sensibilité. Alors, j'ai regardé un petit peu euh, ce que Dagdeg répond, notamment parce que Dagdeg a pratiqué le zen. Dagdeg qui dit justement, normalement, dans le zen, la compassion est très importante, mais bon, c'est la compassion zen, quoi, dans le sens où effectivement, euh, les formes de compassion qu'on va des fois retrouver dans le zen, hein, le zen a plein d'histoires comme ça, où des fois le maître, parce que souvent, voilà, ça se transmet, hein, l'éveil se transmet de maître à disciple, enfin plutôt, le maître est là pour certifier l'éveil de son disciple. Et des fois, le maître va aller un peu fort avec son disciple pour le faire s'éveiller, hein. Des fois, s'il faut lui filer des taloches, il va lui filer des taloches, quoi. Donc, il y a vraiment plein d'histoires de maîtres zen un petit peu hardcore avec leurs élèves et tout. Mais ils le font toujours dans le but bienveillant d'éveiller leurs élèves. Après, moi, je suis pas forcément d'accord avec les méthodes, hein, mais c'est pas ma tradition, je l'ai pas choisi. Donc, je ne critique pas, je ne juge pas. Mais voilà, c'est peut-être pour ça que Dagdek dit la compassion du zen d'une certaine façon. Et Dagdek dit justement, dans mon expérience personnelle, j'ai trouvé que le zen avait un peu tendance à assécher, oui. Donc voilà, après, à nouveau, moi je ne suis pas pratiquant de cette voie-là, donc je ne peux pas vraiment parler pour les autres, pour ces pratiquants. Euh, voilà, je n'ai pas assez d'expérience dedans pour pouvoir le dire. Voilà. Ah, Jordan T qui dit, et ceux qui ont un panier sur la tête en jouant de la flûte, ils s'appellent comment ce sont des komuso. Komuso, ce sont des. Alors, c'est très spécifique ce que dit, et je vais vous montrer ce que dit Jordan T parce que c'est intéressant. Elle nous parle du coup des moines qui ont une flûte et un jardin de. Un jardin de thé, n'importe quoi, il y a un panier sur la tête. Komuso. Komuso. Voilà, komuso. Hop. Tac. Ce sont des moines flûtistes. Parce que ça, j'en ai pas encore parlé des moines flûtistes. Moines flûtistes. Alors, je vais vous mettre une photo de Komuso, qu'on voit de quoi on parle. Hop. Voilà. C'est des gens qui ressemblent à ça. Un Komuso, c'est ça. Un Komuso, c'est un moine flûtiste avec un panier sur la tête. Alors, plusieurs questions, probablement, vous viennent à l'esprit sur ce moment. Pourquoi une flûte et pourquoi un panier? C'est une excellente question. En fait, les Komuso, donc c'est une sous-branche. Ils font partie d'une sous-branche de l'école zen, je crois Rinzai, si je dis Rinzai, si je dis pas de bêtises. Donc comme Kosan, en fait, comme Kosan. Et en fait, c'est une école qui va développer comme pratique bouddhiste la concentration sur le souffle. Une pratique méditative, hein, qui est quand même assez commune, hein, vraiment la pratique de se concentrer sur son souffle, etc. Et du coup, quel meilleur outil pour se concentrer sur son souffle qu'une flûte? Et donc, en fait, va se développer là-dessus
eh bien, toute une tradition de moines flûtistes qui, du coup, vont utiliser la flûte et le souffle pour pouvoir développer leur attention et leur méditation. Donc, c'est une méditation sur le souffle via le jeu de flûte. Voilà. Et pourquoi est-ce que ces pauvres gens ont un panier sur la tête? C'est pas parce qu'ils sont tous extrêmement moches et qu'ils veulent se cacher, c'est parce qu'en fait, tout simplement, le panier leur permet, eh bien, de pouvoir se balader de ville en ville en jouant de la flûte sans être reconnus. C'est-à-dire qu'on ne va pas les juger pour leur apparence, on ne va pas les juger, on va pas les reconnaître en disant ah c'est machin, il joue de la flûte tellement bien et tout, j'ai trop envie d'aller le voir. Non, non, en fait, on ne sait pas qui tu as un panier sur la tête, tu es incognito. Et donc si tu joues de la flûte comme un bourrin, eh bien on ne sait pas qui tu es juste panier-man, comme tous les autres panier-man qui se baladent dans le Japon à cette époque-là. Par contre, Panier-Man, ça a un autre, ça a un intérêt et un problème, Panier-Man. Il faut savoir que les moines Komuso, donc c'est nos amis flûtistes, à un moment, ils ont eu un droit un peu spécifique. C'est que vu que leur pratique consistait à se balader avec une flûte et à jouer un peu partout, eh bien, le gouvernement les a autorisés à se balader de région en région du Japon. Sauf que, vous le savez un petit peu si vous connaissez l'histoire féodale japonaise, les différentes régions du Japon, même si elles sont, à un moment, elles sont unifiées, mais de toute façon, elles restent quand même souvent assez tendues entre les différents seigneurs des différentes zones. Un peu comme en France médiévale aussi, hein. Les différents seigneurs, par moment, ils se tapent un peu sur la gueule. Ben là, c'est la même idée. Donc, il y a entre les différentes régions des postes frontières qui sont posés, et des postes frontières qui sont quand même censés arrêter les gens qui voudraient passer d'une frontière à l'autre pour aller espionner, pour aller foutre le bordel, etc. Sauf que nos amis paniers, le gouvernement leur a dit let's go, vous pouvez passer les frontières. Mais n'est-ce pas là extrêmement, extrêmement pratique? Vous avez juste en gros à prendre une flûte, vous vous mettez un panier sur la tête, et let's go, vous pouvez passer toutes les frontières que vous voulez, aller espionner chez le voisin pour découvrir tous ses secrets, et revenir en scred chez vous, et personne vous aura chopé. Bien sûr, ça va pas se faire pendant très très longtemps. Assez vite, on va comprendre qu'effectivement, s'il suffit juste de se mettre un panier sur la tête et de prendre une flûte, c'est un peu facile. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est exactement ce que dit Jardin de Thé. La flûte shakuhachi, c'est pas facile. Cet instrument que vous voyez jouer ici, shakuhachi, c'est réputé pour être un des instruments les plus durs qui soient. Je le sais, j'en ai fait pendant 6 mois. Et après 6 mois de jeu, en jouant littéralement une demi-heure à 1 heure par jour, et en prenant des cours 3 fois par mois, je n'arrivais toujours pas, au bout de 6 mois, à jouer la première chanson que mon maître m'avait donnée, sachant que je suis pas mauvais. J'ai déjà fait de la musique avant, et franchement, je m'acharnais, quoi. Et c'est normal. Et en fait, quand on montre la flûte, j'ai montré ma flûte à ma prof à Kyoto, ma prof de culture de Kyoto, qui était dans notre école au Japon. Quand elle a vu que j'avais sorti la flûte, elle me dit wow, c'est horrible comme instrument à gérer, c'est trop dur et tout. Donc, pour revenir à mes panier-man, eh bien, la technique, elle est simple au poste frontière. Si tu veux t'assurer que Joe Panier-Man, c'est pas un espion du fief d'à côté qui est venu aller glaner des informations, eh ben, tu lui demandes de jouer à Panier-Man. Et s'il sait pas jouer Panier-Man, qu'est-ce que tu fais? Tu zigouilles Panier-Man, plus de panier, la tête elle est dans le panier, hop, mais plus sur le coup. voilà, ça c'est pratique. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on va arrêter d'avoir des ninjas qui mettent des paniers sur la tête pour passer dans les différents fiefs voisins, et qu'on va du coup vraiment avoir une sorte de test de jeu en disant voilà, si t'es pas capable de jouer ces chansons, eh bien, on te zigouille. Voilà. Donc c'était l'histoire des Panier-Man, et ils ont continué jusqu'à maintenant à Nokomuso. Pour d'ailleurs l'info, moi mon maître de shakuhachi à Kyoto, qui est, pour ceux qui étaient avec nous dans le voyage scolaire l'année dernière, c'est le mari de la prof de koto de Sophie. Donc c'est un couple, hein, la dame est prof de koto et le mari est prof de shakuhachi, et il est aussi komuso. Donc un jour il est venu comme ça pendant une des démos qu'il nous faisait avec Sophie, et il est arrivé vraiment avec le full costume, panier et tout. Et il nous a fait une démo comme ça avec le panier. Et il est aussi ordonné moine zen dans la tradition. Il y a encore quelques temples à Kyoto qui sont liés au shakuhachi et qui continuent à perpétrer cette magnifique tradition des moines flûtistes. Voilà. C'était la petite histoire des panier-man. Je voudrais juste, je regarde en même temps le chat, mais je vais essayer aussi de vous retrouver une photo de moi en panier-man. Je vais juste essayer de retrouver ça et je vais vous raconter une histoire en même temps. Tac. Alors, je regarde. Pour la petite anecdote,
Je crois que je sais plus si je l'ai raconté sur cette chaîne-là, une petite anecdote marrante avec mon prof de flûte. Heu, Mon prof de shakuhachi à la fin de mon apprentissage avec lui, hein, quand on devait rentrer en France parce qu'on pouvait rester à Kyoto que 6 mois, il a voulu faire en sorte que je puisse avoir ma propre flûte. Du coup, il a demandé à un de ses amis qui était, un luthier mais qui il débutait, mais il était déjà très bon, en fait. Donc il vendait des flûtes à des prix qui étaient corrects, des bonnes flûtes à des prix corrects. Parce que c'est cher en général, le shakuhachi. Et donc, il m'avait dit, ben, si tu veux, je t'offre un shakuhachi. Enfin, je te permets d'avoir un shakuhachi. Bon, bien sûr, tu le payes, hein, mais je t'aide à l'acquérir. Je t'en propose plusieurs, tu testes et tu vois. Parce qu'en fait, comme le shakuhachi, c'est un instrument très particulier qui est fait pour les versions les plus traditionnelles d'une seule partie de bambou. Eh bien, bizarrement, en fonction du souffle de chacun, de son anatomie des lèvres et tout, eh bien, on va pas forcément arriver à sortir tous les sons facilement. Il y a certains instruments qui, naturellement, vont plus s'adapter à chacun. Donc, il voulait me faire tester. Il avait 5-6 shakuhachi comme ça qu'il me faisait tester. Il me faisait tester plein de shakuhachi. Donc, moi, je les prenais en boucle et je les essayais comme ça. Je reprenais. Ils étaient tous sur un rack. Je prenais, tac, je soufflais, je posais, tac, 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 tac. Puis, au bout d'une demi-heure à faire ça, je commençais à fatiguer, mais j'arrivais pas à me décider sur lequel prendre. Et à un moment, je sais pas, j'en prends un. Trop bien. Je commence à jouer dessus. Et là, ça fait genre. Nani. Je me dis, mais c'est quoi ce shakuhachi? Comment ça se fait depuis tout à l'heure que je suis passé à côté de ce son de malade? Il est oufissime. C'est celui-là que je veux. Là, je regarde au prof, je lui fais, c'est celui-là que je veux. Et le prof, il me regarde et il fait, ça, c'est le mien. Il a plus de 100 ans. Et moi, je fais, là, je me suis dit, mais pourquoi tu l'as mis dans le rack avec les autres? Et j'ai jamais su, il m'a pas expliqué. Je sais pas si c'était le test, s'il avait envie de me faire rire en mettant son shakuhachi, mais il y avait une telle différence de son. Une telle différence de son. C'est incroyable. C'était incroyable. Donc bon, c'était marrant. En tout cas, je pense qu'il m'a fait un prank. À mon avis, c'était un petit prank. Et voilà, en tout cas, j'avais trouvé ça drôle. Et je vais donc essayer de vous retrouver la photo de moi en panier-man. Et si je la retrouve pas, tant pis. Je ne pourrais pas vous la partager. Est-ce que je suis quelque part en panier-man? Ah, je l'ai peut-être pas. Dommage, dommage. Mais peut-être qu'on aura l'occasion, hein, effectivement. Sophie, elle dit, et pour les élèves qui partent en voyage scolaire avec nous cette année, oh oui, c'est ça, on aura un concert de shakuhachi en plus du koto. Avec un peu de bol, on verra Panier-Man. Ouais, c'est possible que du coup, le prof passe en mode Panier-Man pour la fin du concert. Ce serait quand même stylé, quoi. Donc écoutez, désolé, je n'ai pas retrouvé ma photo en Panier-Man, mais c'est pas grave. Un jour, j'ai porté ce panier, puis c'était une longue digression sur le panier. Mais au moins, ça vous permet de voir un peu ce que c'est. Et puis, c'est une version du bouddhisme qui est très peu connue. Déjà parce qu'il faut savoir jouer du shakuhachi, donc il y a quand même pas, c'est pas fréquent. C'est déjà un instrument qui est extrêmement difficile, mais qui est aussi assez rare, un petit peu désuet, hein. C'est un instrument traditionnel. Par contre, ça reste pour moi un des instruments japonais qui a le son le plus beau et le plus incroyable. Et Sophie essaie de vous retrouver Panier-Man, comme ça, moi, je vais pouvoir enchaîner. Voilà, voilà, en tout cas pour cette. Mais merci en tout cas pour la question sur Panier-Man, c'était sympa d'aborder ce cas-là. Et donc vous pouvez de temps en temps encore en voir à Kyoto ou à Tokyo des moines qui continuent à pratiquer ça pour le côté un peu folklorique. Et ouais, ça reste une belle tradition, vraiment une belle tradition. La méditation par le souffle et la flûte, voilà. Oh, Sophie, a la photo de Panier-Man. Est-ce que tu peux me l'envoyer? Gulli qui dit la légende dit que les vrais guerriers Paniman ont déjà réussi à jouer le merle noir d'Olivier Messiaen, pardon, avec cette chose. Ouais, non, mais c'est incroyable. Les gens, vraiment les maîtres shakuhachi, ils sont ouf, ils arrivent à faire des trucs de fou. Alors que vraiment, cet instrument, les débutants, vous pouvez le prendre et des fois passer un jour avant d'arriver à faire un son, tellement c'est difficile. C'est difficile d'imaginer à quel point justement cet instrument est horriblement difficile, mais pourtant si incroyable. Ah, je vous mets la photo. Voilà, Sophie m'a trouvé la photo de Panier-Man qui arrive à l'instant. De moi en Panier-Man. Attention, ça arrive fort. J'avais oublié que la photo était ridicule. Un homme heureux, un vrai Panier-Man. Tu sens qu'il me manque des points de charisme pour pouvoir vraiment être Panier-Man. J'ai clairement pas ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. Je voulais la retrouver, mais je pensais pas qu'elle était ridicule à ce point-là. Tu sens vraiment un homme un petit peu perdu avec son panier sur la tête. Mais voilà, c'est un vrai panier de Komuso pour le coup, hein. C'est le panier de mon sensei, donc voilà. C'était un bon souvenir. Voilà, voilà. En tout cas, merci, hein, Sophie, pour avoir retrouvé la photo. Ça me fait plaisir de la partager avec tout le monde. C'était l'occasion. Donc voilà, notre bon Ko-san.
euh, voulait donc partir dans la montagne. Mais ses collègues le retiennent, hein, parce que clairement, ils ont pas besoin. Il a pas besoin de faire ça. Thierry qui dit on sent la punition au coin avec le panier sur la tête. C'est un peu ça. Tu sens le gars qui est tout gêné avec son panier sur la tête et il sait pas quoi en faire. De toute façon, il m'aurait filé une flûte, j'étais toujours pas capable de jouer la première chanson correctement, donc j'aurais juste eu l'air bête. Aïe aïe aïe, c'était extrêmement frustrant, mais intéressant. Intéressant. Il y a des jours où vraiment j'allais voir mon prof. Vraiment, j'avais pratiqué toute la journée. Avant d'aller le voir, en fait, déjà, je pratiquais tous les midis entre les cours de japonais. Je mangeais vite avec Sophie. Et ensuite, j'avais une demi-heure où je montais dans la montagne parce que l'école était dans la montagne et je pratiquais le shakuhachi pendant une demi-heure. Ensuite, j'allais en cours. Et en fait, le jour où j'avais le cours avec mon prof, je sais plus si c'était le lundi ou le mardi. En fait, je ne rentrais pas à l'appart parce que l'appart était trop loin dans Kyoto par rapport à là où habitait le prof. Il n'était pas super loin de l'école. Du coup, après les cours, j'allais faire mes devoirs à la BU, et devoirs de japonais. Et ensuite, je me mettais dans la montagne avec mon shakuhachi et je jouais comme un débile jusqu'à ce que ce soit l'heure de partir voir le prof. Et je me souviens des fois vraiment, je jouais et j'étais fier de moi en disant ouais, regarde, j'arrive à faire des sons maintenant, ça ressemble à quelque chose, trop bien et tout quoi. Et j'arrivais devant le prof et là, j'arrivais plus à sortir un seul son, mais plus un seul. Le truc, il faisait alors que j'étais tout bien arrivé la veille, enfin pendant la journée et tout. Et vraiment, il y a des fois, j'avais envie de pleurer tellement c'était frustrant cet instrument. Mais voilà, c'était, c'était quand même particulier. C'était une belle expérience. Puis j'aurais aimé continuer. Honnêtement, je serais resté à Kyoto, j'aurais continué parce que je commençais à voir mes progrès en fait à force. C'est des progrès qui faisaient vraiment comme ça, mais ça montait doucement en vague au bout d'un moment. Et, euh, et ouais, du coup, malheureusement, j'ai pas pu persévérer parce que j'ai pas de maître ici. Et puis, c'est un papy, hein, il aurait pu le faire avec Internet avec moi, mais je pense que ça aurait été compliqué. Il m'avait proposé, mais je voulais pas l'embêter. Puis vraiment, t'as besoin d'avoir quelqu'un en face de toi. C'est difficile de faire ça en ligne quand même, quoi. Euh, voilà. C'est beau l'intérieur de panier, ben grillagé. On voit pas grand-chose. Voilà en tout cas. Je vais continuer un petit peu du coup le manga. Je vais vous parler de mon ami Ren-san, qui est un moine Jodo Shinshu comme moi. Voilà, c'est mon copain, c'est ses collègues. Euh, Ren-san, hein, du coup, qui est le bonze le plus tape à l'œil du monde. Alors, on n'est pas tous tape à l'œil hade, comme on dit en japonais, mais lui, il l'est quand même vraiment pas mal. Elle le dit, le chef Ren-san, qui est sûrement un host, parce que dans le toute première page du manga, en fait, elle a l'impression d'arriver dans un host club parce qu'il organise un truc pour la fête de l'anniversaire du Bouddha qui ressemble vraiment à une cérémonie, enfin plutôt à un truc de host et tout. Puis comme il est beau gosse avec ses boucles d'oreilles, elle a encore du mal à croire qu'il est vraiment moine, hein. D'autant plus, comme c'est un moine Jodo Shinshu, elle n'est pas tout à fait certaine. Donc Ren-san, hein, qui est sûrement un host. Donc un host, hein, vous savez, hein, ceux qui connaissent pas, les hosts, ce sont il y a hôte et hôtesse, hein, il y a les bar à hôtes et bar à hôtesse. Les hôtes, en fait, ce sont du coup des beaux gosses qui vont travailler la nuit dans des bars et des femmes un peu seules ou un peu tristes vont aller dans ces bars-là pour être servies par ces hôtes qui du coup vont vraiment les couvrir d'attention, etc. Mais bien sûr, bah, tout ça se paye, hein, et donc la soirée coûte très très cher. Les boissons sont surtaxées. Le simple fait de rester dans le bar, ça coûte cher. Le fait de passer du temps avec les hôtes de plus haut niveau, bah, ça coûte encore plus cher. Et voilà. Et bien sûr, eux, ils vont créer une relation de dépendance, hein, avec leur cliente. Pas forcément liée à des relations sexuelles ni quoi que ce soit. Ça peut, mais c'est pas une obligation. Le but, c'est vraiment de donner de l'attention aux clientes, lui dire qu'elle est belle, qu'elle est adorable, qu'elle est parfaite et tout. Donc voilà. Et donc, elle a du mal à croire que ce beau gosse-là, hein, est réellement un moine et que c'est pas juste un mec qui bosse dans un bar à hôtes. Et dit, mais non, regarde, je suis vraiment un bonze, goûte ça. Elle fait, waouh, c'est super moelleux et délicieux. Et là, il dit, notre cuisine bouddhiste est végane. Nos desserts sont sans œufs et sans lait. Donc c'est vraiment traditionnel bouddhiste, hein. Normalement, la cuisine bouddhiste de base, elle est censée être bien justement végane. Donc lui, il respecte ça, même si dans le Jodo Shinshu, c'est pas une obligation. Et il respecte, hein, la tradition ici. Et il dit, avancer vers l'éveil revient à se focaliser entièrement sur ce que nous faisons. Je veux partager les enseignements bouddhistes à travers ma cuisine. Et là, elle se dit, waouh, à cause de son apparence, je l'ai mal jugé. Et donc il dit, ok, cette semaine, on va commencer à vendre ce gâteau. Et donc le gâteau, c'est le gâteau du samsara. Je veux te retrouver, même dans ma prochaine vie, tellement tu es bon. Il dit, je savais, il est super tape à l'œil. Donc voilà.
J'adore le concept du gâteau samsara avec l'idée de réincarnation, hein. Le samsara dans le bouddhisme, hein, c'est notre monde actuel. C'est le monde qui est caractérisé par le cycle des naissances et des morts. Donc la caractéristique principale du samsara, c'est que les gens sont dedans et tournent dedans sans arriver à en sortir. Et le but du bouddhisme, c'est justement de faire cesser la souffrance, hein. Samsara, c'est caractérisé par la souffrance. C'est de faire cesser la souffrance pour nous permettre et de nous permettre de sortir du cycle des naissances et des morts. Donc ça, c'est ce qu'on est censé faire. Et lui, qu'est-ce qu'il met comme gâteau? Il met ici, hein, le gâteau du samsara, qui est tellement bon qu'on aurait envie de se réincarner, de continuer dans le cycle des naissances et des morts, juste pour le retrouver, quoi. Je veux te retrouver dans ma prochaine vie. Voilà, et elle se dit, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est un gag de bouddhiste, perso, ça me fait rire, mais c'est un peu trop niché, là. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à discuter là-dessus? Déjà, on va parler. Donc le cycle des naissances et des morts, hein, j'en ai déjà parlé un petit peu. Voilà, donc c'est la caractéristique, hein, ce que j'ai mis en bas, c'est la caractéristique principale du bouddhisme, une des idées, hein, cette dichotomie, cette séparation qu'on peut avoir entre le samsara et le nirvana, même si certaines écoles vont vous dire que justement le nirvana et le samsara sont en fait juste les deux faces d'une même pièce. Ils ne sont pas directement séparés. Mais dans le bouddhisme vraiment le plus ancien, il y avait cette idée que justement, donc nirvana, cet état où on est libéré de la souffrance et de l'attachement, eh bien, c'est l'état qui nous permet de sortir du samsara, sortir du cercle des naissances et des morts, dans lequel on transmigre depuis des milliards de milliards d'années sous des formes diverses et variées. Probablement un temps, j'ai moi-même été une loutre, peut-être. Et voilà. Et du coup, on continue. Et donc, le but, c'est d'en sortir, le cycle des naissances et des morts. Donc ça, c'est le premier truc dont je voulais vous parler. Deuxième truc dont je voulais vous parler, c'est du Jodo Shinshu. Donc ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps, j'en ai déjà parlé. J'ai même fait un épisode spécial sur le Jodo Shinshu qui est sur YouTube, que vous pouvez aller voir sur YouTube, et qui raconte justement l'histoire plus en détail de ce qu'est le Jodo Shinshu, son fondateur, etc. Et le mercredi, on étudie vraiment le Jodo Shinshu. Là, en ce moment, on est en train de lire un sutra du Jodo Shinshu. Mais quand même, pour ceux qui n'auraient pas vu ça, je vais vous résumer un petit peu ce dont il est question ici. Qu'est-ce que le Jodo Shinshu? Donc déjà, le Jodo Shinshu, comme je disais, c'est la branche que moi, personnellement, j'ai choisie. Elle a un certain nombre de caractéristiques. C'est une école qui déjà a été fondée au XIIIe siècle par un moine qui s'appelait Shinran. Shinran, je vous l'ai mis ici en photo. Enfin, en photo. J'ai mis une photo, une image d'un dessin de Shinran de l'époque. Shinran, il a différentes caractéristiques. Déjà, la première qui est intéressante, c'est que Shinran, c'est un peu l'archétype, moi j'aime souvent le dire comme ça, l'archétype du moine raté. Shinran, c'est quelqu'un qui est devenu moine à l'âge de 8 ans et qui est resté moine. Il est resté moine au mont Hiei, donc il est devenu un moine d'une branche qui s'appelle Tendai, qui n'est pas représentée dans Buddha Café. Il n'y a pas de moine Tendai là-dedans. Mais qui se caractérise vraiment par un ensemble de pratiques très variées. Donc, lui, il va grandir toute son enfance et son adolescence. D'ailleurs, son jeune âge adulte va être fait en tant que moine. Et Shinran, en fait, justement, lui, il se sent lui-même comme un raté. Il se dit qu'il a beau pratiquer, il n'arrive pas à s'approcher de l'éveil, il n'arrive pas à se libérer de l'attachement. Pour Shinran, il y a aussi probablement un côté pulsion d'ordre sexuel qui sont assez présentes. Il n'y arrive pas. Et du coup, Shinran, il est tellement désespéré par ça qu'un jour, il va descendre de la montagne du mont Hiei et il va aller se poser à Kyoto dans un petit temple qui existe encore qui s'appelle le Rokkakudo. Et il va y passer toutes les nuits, pendant 100 jours. Et vers la fin de ces 100 jours, parce qu'il ne sait pas quoi faire en fait, hein, il essaye de trouver, il prie en fait Kannon dans ce Rokkakudo. Il est enfermé là-dedans, il prie Kannon en disant aide-moi, dis-moi ce que je dois faire, je ne sais pas, je suis perdu. Et Kannon va lui dire écoute, déjà, si tu as besoin de prendre une femme, j'incarnerai cette femme. Donc tu pourras te marier, il n'y aura pas de problème. Et au passage, tu ferais bien d'aller voir Honen, qui est du coup un autre moine Tendai qui est parti du mont Hiei bien avant toi. Et Honen, il enseigne une pratique très simple qui s'appelle le Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha Amida. Le Bouddha Amida, je vous l'ai mis, hop, je vous le montre, je vous l'ai mis ici. C'est le Bouddha de la lumière et de la sagesse infinie, de la lumière infinie, de la compassion infinie, de la vie infinie. Honen, le maître de Shinran, c'est une personne qui va du coup enseigner que il y a simplement besoin de réciter le nom du Bouddha Amida, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, pour pouvoir renaître auprès de ce Bouddha et de sortir du cycle des naissances et des morts. Et donc Shinran va devenir le disciple de Honen. Et il va pratiquer. Sauf que ce qui va se passer, c'est que le mouvement de Honen va commencer à devenir un petit peu trop populaire. À cette époque-là, en fait, les moines, c'était beaucoup lié à la bourgeoisie, à la noblesse. Les femmes n'avaient par exemple pas le droit d'aller sur le mont Hiei, hein, le mont principal du Tendai, du bouddhisme Tendai était interdit aux femmes.
Les personnes qui étaient vraiment de basse extraction n'avaient pas vraiment de contact avec les moines, etc. Et donc Ronen, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu de sa montagne et il a commencé à prêcher le Nembutsu, donc Namo Amida Butsu, la récitation du nom de Bouddha Amida, à tout le monde. Il se dit, allez, moi j'y vais. Moi, c'est open bar. T'es prostituée, tu peux venir me voir. Tu es le premier ministre de l'époque, tu peux venir me voir aussi. Et donc, il avait parmi ses disciples vraiment toutes les classes de la population, des plus basses classes, donc vraiment les personnes qui étaient rejetées complètement par la société, incluant les prostituées, les femmes, hein, jusqu'au l'équivalent du premier ministre de l'époque. Le bras droit de l'empereur était parmi ses disciples. Et donc, il avait tous ces gens-là. Et ça commence à faire du bruit, parce qu'il est en train de créer en fait une nouvelle branche du bouddhisme. Et donc, l'establishment de l'époque est genre, Onen, tu serais pas en train de créer ta propre école, là, quand même. Et puis Onen, il est, non, enfin, pas trop, un peu, peut-être. Et donc, les gars, ils font, non, mais t'as pas le droit de créer ta propre école. Ça se fait pas comme ça. Tu peux pas arriver et puis dire, je crée mon école comme ça, je me sépare de tout le monde, je fais ma vie. Et donc, ils vont commencer à faire des pétitions auprès de l'empereur. Et un jour, il va y avoir un scandale qui fait que, je reviens à Shinran, Ronen ainsi que Shinran et d'autres disciples vont être envoyés en exil. Et là, notre bon Shinran, qui du coup, lui, ne connaissait que la vie de moine depuis qu'il était enfant, se retrouve à devoir vivre au milieu de Monsieur Tout-le-Monde, les paysans, notamment. On lui a enlevé son statut de moine, on lui a donné un nom laïque. Et le problème, c'est que Shinran, il sait faire que moine, en fait. C'est la seule chose qu'il a appris à faire dans sa vie, en fait. Il a été éduqué comme ça. Il sait pas travailler la terre, il sait pas faire d'autres trucs. C'est un intellectuel. Le gars, il a été formé pour ça. Et donc, il va créer ce statut un peu bizarre. Il va se dire, vous savez quoi, puisque c'est comme ça, puisqu'on m'a enlevé mon statut de moine, mais que je sais être que moine, je ne serai ni moine ni laïque. Donc, il va abandonner les préceptes bouddhistes. Il va avoir des enfants, il sera marié, il va commencer à boire de l'alcool avec les mecs du coin et tout, vivre comme eux. Il va vraiment commencer à vivre comme Monsieur Tout-le-Monde, mais tout en étant un moine, c'est-à-dire tout en prêchant le bouddhisme, mais prêchant un bouddhisme qui du coup est ouvert à tout le monde, pas le bouddhisme de l'establishment, pas le bouddhisme de l'élite, un bouddhisme ouvert à tout le monde. Et donc ça va rester une caractéristique qu'on va retrouver ici chez notre bon Ren-san, hein, qui est du coup le fait de vivre comme Monsieur Tout-le-Monde. C'est vraiment de la base ce que faisait déjà Shinran. Il était marié, il avait des enfants, il vivait au milieu des paysans, il enseignait le bouddhisme. Et donc Ren-san, il est exactement dans la droite lignée du fondateur de notre école. Et on va dire aussi dans le Budo Shinshu, on va aussi abandonner les préceptes. Pourquoi est-ce qu'on va abandonner les préceptes bouddhistes? Parce qu'en fait, Shinran va se rendre compte que, notamment, les paysans, les personnes normales, en fait, ne pouvaient pas suivre à la lettre tous les préceptes bouddhistes sous couvert de juste pas vivre, en fait. Et que lui-même, en tant que moine, il était extrêmement privilégié à l'époque quand il était dans son monastère, où c'est les paysans du coin qui labouraient la terre pour aller leur amener à manger. Lui, il n'avait pas à se poser trop de questions par rapport à ça. Sauf que typiquement, les personnes qui labourent la terre, elles sont obligées de tuer des êtres vivants en même temps qu'elles le font, hein. Tu tues des vers, tu tues des petites bêtes qui sont dans le sol. Toutes ces choses-là qui sont normalement considérées comme des actions mauvaises dans le cadre du bouddhisme. Donc lui va se dire, mais attends, si on devait vraiment suivre tous ces préceptes à la lettre, en fait, on est un peu hypocrite, parce que c'est facile pour les bons, parce qu'ils sont dans un environnement privilégié, facile pour les moines, mais pour les gens normaux, eux, ils se font arnaquer dans l'équation, quoi. Ils peuvent rien faire. Donc, c'est qu'il y a un problème avec les préceptes. Les préceptes ne sont plus adaptés à notre époque. Donc, on va renoncer aux préceptes. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, mais c'est juste qu'on va considérer les préceptes comme étant caduques et inadaptés au monde dans lequel on vit. Donc voilà, c'est ce que va prêcher du coup Shinran. Et il va mettre du coup en avant une pratique unique, qui est la pratique du Nembutsu, hommage au Bouddha Amida. Avec une petite différence, c'est que Ronen, lui, mettait beaucoup en avant le fait de répéter cette phrase en boucle. Parce que l'idée, c'était en fait, avec Ronen, l'idée, c'était d'être capable de pouvoir réciter cette phrase au moment où on va mourir. Faire en sorte que la dernière chose qu'on soit capable de faire au moment où on meurt, c'est de réciter cette phrase, et que du coup, l'intention qui est derrière, l'intention de vouloir renaître auprès du Bouddha Amida, nous pousse à la renaissance auprès de ce Bouddha-là. Shinran, lui, il va dire ça un peu différemment. Il va dire, en fait, c'est pas important de le répéter plein de fois. L'important, c'est le cœur qu'il y a derrière, en fait. C'est est-ce que vous avez un cœur qui reconnaît que vous êtes une personne normale, que vous êtes un moine raté, que vous êtes juste un Joe lambda, en fait, que vous n'êtes pas capable de suivre tous les préceptes et les pratiques compliquées du bouddhisme, pourtant vous avez quand même envie de vous en sortir, et bien dans ces cas-là, le mieux, c'est de s'en remettre à une force qui est supérieure à vous, qui est le Bouddha Amida, qui est du coup un Bouddha dont la lumière brille sur absolument tous les êtres. Et il va dire, du coup, en vous remettant à ce Bouddha-là, qui a une compassion absolue, qui n'est pas là pour vous juger, qui est là juste pour vous tirer vers le haut,
en mettant de côté votre ego qui se croit le meilleur, en baissant votre tête d'une certaine façon et en vous en remettant à ce Bouddha-là, eh bien, vous pourrez du coup profiter des bienfaits de ce Bouddha-là et dès cette vie-ci, atteindre la naissance dans la terre pure. Donc, dès cette vie-ci, être certain que vous sortirez du nirvana, enfin du samsara, pardon, vous atteindrez l'état de nirvana. Peu importe que vous soyez capable de dire le Nembutsu quand vous allez mourir, par exemple. Shinran, il dit on s'en fout en fait. L'important, c'est que vous vous en soyez déjà remis dès cette vie-ci au Bouddha Amida et qu'en fait, vous ne puissiez plus voir le monde que comme étant un monde dans lequel le Bouddha Amida, avec sa compassion, entoure tous les êtres. Et c'est ça, en fait, qu'il propose. Et donc, il va, du coup, appeler ça le Tariki, donc le fait de s'en remettre au pouvoir. En fait, c'est autre, hein, c'est autre et force, à l'inverse du Jiriki. Le Ji, c'est le Ji de Jibun pour ceux qui font un peu de japonais, hein, c'est le Ji de soi-même. Ji-Riki, donc la force de soi. Donc il va opposer la force de soi que pratiquent les autres moines qui vont vraiment pratiquer en disant ouais, je vais être le plus fort, je vais atteindre l'éveil. Et lui, il va appliquer plutôt donc le Tariki. C'est notamment le kanji de Hoka, autre chose. Et donc le Tariki, le pouvoir autre, le fait de s'en remettre à quelque chose qui est plus fort que soi, donc casser son ego avec quelque chose qui est plus grand et des valeurs plus fortes que soi. Et donc, il va appeler ça Shinjin, le fait de s'en remettre au Bouddha Amida. Le cœur, là, on a le kanji de Kokoro et le kanji de croire ici, Shinjiru. Donc, Shinjin, le fait d'avoir un cœur qui s'en remet, un cœur qui croit, un cœur qui, du coup, accepte en fait cette vision du monde dans laquelle le Bouddha est actif et aide les gens. Et du coup, on s'en remet à lui. Donc ça, c'est vraiment ce que Shinran va proposer. Donc, vous voyez, en fait, on va retrouver dans le caractère de Ren-san, notamment ce côté très très personne normale. Il va pas forcément trop se prendre la tête avec les cérémonies, etc. Pour lui, l'important il est un peu au-dessus au-dessus ou en dessous, peu importe, de tout ça. Ça lui passe un peu au-dessus, on va dire plutôt. Donc ça lui passe au-dessus, c'est pas qu'il est au-dessus, ça lui passe un peu au-dessus en tant que moine Jodo Shinshu. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez d'ailleurs de ça. C'est très très différent de ce que les gens s'imaginent être le bouddhisme comme étant. C'est Gulli qui dit discours de Shinran. Je vous ai compris. C'est ça. Mais ouais, c'est souvent très différent et assez difficile à présenter parce que c'est très très différent de ce qu'on imagine quand on pense au bouddhisme. Et j'avais d'ailleurs cette discussion, j'avais un cours de Jodo Shinshu avec les personnes qui me forment en tant que moine, pour que je sois moine, ma V2 de moine, ma P2, ma transformation 2 en moine. J'avais une discussion avec eux hier soir, c'était hier soir. Et il y en a un qui posait la question justement du comment est-ce qu'on fait pour expliquer le Jodo Shinshu à des personnes qui n'y connaissent rien. Et c'est en fait extrêmement difficile. Et souvent, en fait, dans le Jodo Shinshu, il y a un peu deux cas de figure. C'est soit les gens sont nés dedans, c'est-à-dire ils sont issus d'une famille soit de moines Jodo Shinshu, de bons Jodo Shinshu, soit issus d'une famille qui est pratiquante Jodo Shinshu depuis la nuit des temps. Donc ils ont été baignés dans ce discours-là, et ils associent immédiatement bouddhisme à Jodo Shinshu, ils ne se posent pas la question. Ou alors, souvent, les gens qui arrivent au Jodo Shinshu n'y arrivent pas en premier lieu. Ils ont souvent pratiqué dans d'autres branches du bouddhisme, et pour une raison ou une autre, ils en ont été un petit peu désabusés, se sont rendus compte que malgré toute leur bonne volonté, ils n'arrivaient pas à s'en sortir, et du coup, cherchent une voie qui soit en dehors de leur pouvoir personnel, et tombent sur le Jodo Shinshu avec justement cette idée du pouvoir autre que représente le Bouddha Amida. Donc voilà, je pense souvent à cet anecdote quand j'en parle, en disant que la plupart des textes du bouddhisme, quand ils vont vous parler de Bouddha ou de Bodhisattva, ils vont le faire en vous disant mettez-vous à la place de ces Bouddhas et Bodhisattvas. Et ils vont dire dans les textes, mais ces Bouddhas et Bodhisattvas, ils vont vous dire ils aident des millions de gens, ils aident en permanence les êtres dans toutes les directions, etc. Et donc souvent les gens vont comprendre ça en disant il faut devenir comme eux, il faut être comme eux, il faut les imiter. Et en fait, le Jodo Shinshu va partir de l'esprit inverse, de la logique inverse, en disant prenez conscience du fait que vous n'êtes pas assez doué pour l'instant pour les imiter. Vous y arriverez au bout d'un moment, mais pas maintenant. Du coup, à la place, mettez-vous dans le tas de ces millions de milliards de gens qui sont aidés par les Bouddhas et Bodhisattvas. C'est là, en fait, que doit être votre position. Donc, il retourne un petit peu cette logique. J'en avais déjà souvent parlé en live de ce retournement que fait Ronen et Shinran, que font Ronen et Shinran. Mais c'est assez intéressant. Et c'est vrai que beaucoup de gens arrivent au Jodo Shinshu, surtout en Occident, après avoir travaillé dans d'autres traditions bouddhistes et ou chrétiennes, mais souvent en passant par d'autres traditions bouddhistes avant, et en se rendant compte qu'il y a des choses qui les gênent.
Et voilà, moi de mon côté, hein, si je l'ai choisi principalement, ce qui m'a plu à la base, c'était cette idée que, euh, en fait, il n'y a pas de différence entre les moines et les laïcs. Les moines vivent comme des personnes normales. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, c'est une voie dans laquelle je peux aller jusqu'au bout de la voie bouddhiste sans avoir besoin de me séparer de ma femme, de mes chats, de ma maison. Je peux en fait aller au bout de cette voie en suivant ses enseignements, tout en gardant une vie normale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout de tout, qu'on pratique pas, etc. Mais ça veut dire que cette pratique se fait au sein de la vie réelle, en fait. Pas séparée des gens dans un monastère, pas dans des conditions autres. Elle se fait juste dans la vie normale avec les gens normaux, en fait. Et ça, un message qui, moi, m'a vraiment séduit. Et après, en fait, je me suis rendu compte avec le temps aussi que malgré ce que j'imaginais, j'ai un tempérament plus émotionnel, enfin, j'ai un tempérament rationnel, mais qui est aussi fortement compensé par un tempérament émotionnel. Et que du coup, le Jodo Shinshu me permet de alimenter mon côté intellectuel parce qu'il y a plein de choses à creuser, des subtilités de pensée, de Shinran et tout. C'est très simple sur la surface, notre bon Shinran ici, hein, c'est très simple sur la surface, très deep quand on veut creuser. Et à côté de ça, il y a ce côté très émotionnel de s'en remettre au Bouddha Amida, de ce que représentent les valeurs du Bouddha Amida, la sagesse qu'on a ici, hein, la sagesse, la compassion absolue, qui appelle à mon côté plus dévotionnel et émotionnel. Donc pour moi, c'est une bonne balance entre l'émotionnel, dévotionnel et, on va dire, l'intellectuel, intellectuel, on va dire, rationnel. Intellectuel, rationnel et émotionnel, dévotionnel. C'est une bonne balance entre les deux, d'une certaine façon. Voilà, c'était une longue introduction au Jodo Shinshu. Tout ça pour dire que... Ren-san, c'est un beau gosse. Voilà. C'est ça la conclusion. Et il a le droit d'être un beau gosse. Et voilà, voilà. N'hésitez pas à partager si vous avez des commentaires ou des discussions à ce sujet-là. N'hésitez pas, avec plaisir. Hein. Ceux qui voudront aller plus loin sur ce thème-là, vous pouvez vous reporter au live qu'on fait les mercredis, où on discute vraiment plus spécifiquement des enseignements du Jodo Shinshu. Voilà. En fait, en général, hein, le lundi, je fais bouddhisme grand véhicule. On choisit un sutra. En ce moment, on voit les Amis de bien de Sudana, qui est des légendes assez sympathiques, qui est un sutra. Mercredi, on fait Jodo Shinshu. Et le vendredi, on fait le bouddhisme des anciens, le Theravada, où là, c'est plus philosophique. Voilà, je propose les différentes visions à chaque fois. Voilà, voilà. Écoutez, on peut continuer encore un petit peu. Je vous parle maintenant du bonze mystérieux. Un petit peu le tsundere du groupe, hein, le beau gosse ténébreux, il a la Sasuke vibe en lui, c'est du coup notre bon Kai-san, qui est un moine, du coup, Shingon, moine Shingon. Alors, je vais vous parler bien sûr du Shingon à la place, bien entendu. Kai-san, il est en charge de la comptabilité, et il est assez mystérieux. Il le dit ici, hein, je ne pardonnerai aucune perte de profit. Et donc elle le trouve un peu flippant, parce qu'il est assez sec. Et donc, les gars sont contents. Ils disent le jardin est à son prime. Donc, le business tourne bien. Les gens viennent au café, ils regardent apparemment les sakura, j'imagine. Oui, c'est ça. Il dit en plus, Kosan dit en plus, notre thé au sakura a du succès. Donc voilà, les gens viennent prendre un thé en écoutant, en regardant les sakura, en pensant au bouddhisme. Donc, il se dit, ouais, tout se passe bien niveau business. Et là, Kai-san, on lui dit, Kai-san, tu as servi une tasse de trop. Ah mince. Et là, elle se dit, mais c'est rare que Kai-san fasse une erreur. Il a dit ça ne va pas, j'arrive plus à m'y repérer avec tous ses clients. Et du coup, il a gaspillé une tasse, il a versé une tasse de trop. Et là, du coup, il est prêt à aller, on sait pas trop, il est prêt à exorciser quelque chose, lui-même ou des clients, je sais pas, j'espère qu'il va pas exorciser des clients. Et là, ils font, lui, ne l'écoute pas, il est en train de péter un câble, il divague. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important pour lui? Alors, il faut comprendre, en fait, pour voir ça, il faut comprendre un petit peu ce qu'est le Shingon, comment le Shingon fonctionne, et notamment un peu quelles sont les différences avec le Jodo Shinshu. Alors, le Shingon, quelques spécificités. Le Shingon, c'est une école qui donc veut dire l'école de la parole vraie. Donc là, on a ici, Shingon, en fait, c'est le Shin de Shashin, une photo, hein, qu'on voit dans une photo, par exemple. Le Gon, ici, c'est le kanji de Iyu, pour ceux qui sont un peu plus avancés, le kanji de la parole. Et donc, là, à côté, c'est le kanji de l'école. Donc, c'est l'école de la parole véritable, l'école de la parole vraie. C'est une école qui a été fondée par un moine qui s'appelle Kukai au 9e siècle. Un moine qui était vraiment un jeune moine très prometteur, qui a été envoyé en Chine, à l'époque où il était encore possible d'aller en Chine depuis le Japon, avant que le Japon se ferme sur lui-même. Enfin, c'est tôt, hein, c'est au 9e siècle. Il allait en Chine et il avait en fait pour but d'étudier une nouvelle branche du bouddhisme qui venait d'arriver en Chine depuis à peu près une génération, donc ça faisait pas longtemps qu'elle était arrivée depuis l'Inde,
qui est le bouddhisme ésotérique. Vraiment une nouvelle compréhension du bouddhisme, des nouveaux rituels, quelque chose de très complexe, très flamboyant. Et donc, ça commence à arriver en Chine, ça commence à être la mode. Et donc, Kokai arrive à ce moment-là. Et il se dit, OK, moi, c'est ça que je vais étudier. Et du coup, il va se trouver un maître qui, d'ailleurs, d'après la légende, avait rêvé qu'une personne viendrait depuis le Japon pour apprendre auprès de lui, alors qu'il était sur le point de mourir. Et donc, il dit, je ne mourrai pas tant que je n'aurai pas enseigné à cette personne. Et donc, il a enseigné à Kokai, qui était vraiment un génie. Hein, c'est réputé pour être un des grands génies du Japon, un calligraphe hors pair, une personne avec un intellect incroyable, enfin vraiment une légende. Il y a plein de légendes et il y a aussi pas mal voilà, d'histoires, même de proverbes qui parlent de Kukai, Kobodaishi comme on l'appelle aussi, le fondateur du Shingon. Et donc ce bouddhisme va se caractériser notamment par le fait d'une transmission de rituels complexes de maître à disciple. C'est une version d'un bouddhisme qu'on appelle ésotérique. Ésotérique, ça veut dire que les enseignements sont cachés. Joe le normie ne peut pas pratiquer ça. Des fois, il va y avoir des petites fuites à droite à gauche, des textes vont filtrer, des choses comme ça. Mais en réalité, les rituels sont tellement complexes que s'il n'y a pas un maître pour vous l'enseigner, vous ne pouvez pas les réaliser correctement. D'ailleurs, souvent, quand les moines Shingon vont faire des rituels, ils vont cacher leurs mains dans leurs grandes manches qui sont plus longues que les miennes, parce que moi, ça ne marche pas, pour justement se cacher, tac, tac, pour faire justement voilà, tac, des mouvements de main de foufou. Donc c'est ce qu'on va justement appeler des mudras, hein, ce qu'on voit dans Naruto. Hein, je pense souvent les gens de Naruto, c'est ça. Hein. Donc c'est ce qu'on voit ici sur la photo. Hein, ça, ce sont des mudras, donc des mouvements de main spécifiques qui chacun a une signification. Hein, par exemple, ça, c'est le mudra du lotus. Ça, c'est le mudra du 1, 2, 3, j'ai plus de doigts. Voilà, il y a différents mudras comme ça. Et du coup, chaque mudra a une signification. Et lorsqu'on va faire des rituels, et ça revient un petit peu à l'histoire de Kosan ici, les rituels Shingon vont être extrêmement compliqués. Quand je dis extrêmement compliqués, vous imaginez même pas le niveau de complexité du truc. Moi, j'ai déjà assisté à quelques rituels Shingon en regardant un petit peu en secret ce qui se passait. Souvent, en fait, vous allez avoir une table comme ça. Genre, un des plus connus, hein, c'est le rituel du feu, le rituel du Goma. D'ailleurs, je vais voir, je vais vous en montrer un pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Que vous voyez à quel point c'est compliqué. En fait, vous allez avoir une table avec plein d'éléments rituels. Il va falloir, avec certains, avec de l'eau, du thé, des petits, comme des espèces de baguettes pour prendre l'eau, mettre ci à droite à gauche, en visualisant des trucs et tout. Donc en fait, le simple fait de se tromper de récipient, ou comme a fait Ko-san ici, Kai-san, comme a fait Kai-san ici, le fait de verser un peu trop de thé ou une tasse de thé en trop pour les clients, en fait, c'est louper son rituel. Et donc, il y a vraiment une pression pour faire ça juste, à tel point que dans le Shingon, il existe un mantra, donc une formule magique que les pratiquants récitent à la fin du rituel pour excuser leurs erreurs. C'est-à-dire, ils savent que les rituels sont tellement compliqués qu'à un moment, probablement, ils vont se planter sur quelque chose. Et donc, dans le doute, à la fin, ils récitent cette formule magique qui enlève les effets d'une potentielle erreur de rituel. Donc, c'est pour ça que voilà, lui, il s'en veut beaucoup, hein, Kosan, de s'être loupé, parce que vraiment, c'est pas dans son éducation en tant que moine Shingon. Le rituel, même si aussi compliqué qu'il soit, il doit être réalisé à la perfection. Donc, voilà, je vais vous montrer du coup une scène ici de... je vais vous trouver ça, je vais vous mettre une scène de Goma. Goma Shingon. Je ne vais pas vous mettre en entier parce que ça dure très longtemps, mais ça va vous permettre de voir un petit peu ce qui se passe. Là, ici, hein, on le voit. Je vous montre ça. Partage d'écran. Tac. Vous voyez, en fait, on ne voit pas bien ici, c'est assez sombre, mais il y a plein de petites tasses avec des liquides. Dans certains, il y a du thé, de l'eau, etc. Et donc, lui, il doit mélanger un certain nombre de fois dans un sens, un certain nombre de fois dans l'autre sens, en récitant des trucs, en visualisant des choses en même temps. Ensuite, pour que ce soit un peu plus fun, ils vont, vous voyez ici, faire des mudras. Il doit compter un certain nombre de fois où il va réciter son mantra. Et donc ensuite, il y a le feu qui se lance. Et donc, il va brûler les baguettes. Et au fur et à mesure, donc les baguettes sur lesquelles il y a les vœux des pratiquants. Et ensuite, au fur et à mesure qu'il va faire ça, il va devoir rajouter différents éléments de rituel. Donc vous allez voir, c'est extrêmement complexe. J'ai essayé d'avancer pour qu'on voit un endroit où il le fait. Là, il brûle. Il fait un gros feu. Alors imaginez en plus avec le feu qui est quand même à ras de la tête. Il faut quand même être concentré. Voilà.
Là, il doit rajouter un certain nombre de poudres, mais pas trop ni trop peu. Il doit y avoir un nombre qui est défini. Ensuite, vous voyez là, ici, il fait les mudras. Il rajoute de la poudre. Voilà, et tout est extrêmement codifié. Voilà, il fait je sais quoi, je ne sais quoi. Et en fait, au fur et à mesure qu'il fait ça, non seulement il doit réaliser ces choses-là, mais il doit aussi avoir un certain nombre de visualisations qu'il va effectuer dans sa tête. Il doit visualiser certains Bouddhas et Bodhisattvas dans un ordre précis pour que le rituel soit efficace. Là, vous voyez, il prend un truc avec une baguette où il va mettre, je crois, de l'eau sur les flammes. Pareil, il va devoir le faire un certain nombre de fois. Et là, il passe de l'eau d'une baguette à l'autre. Enfin, c'est d'une complexité. Ça a pété un plomb. Et il doit faire bien chaud, ouais. Et c'est dommage, il y a plus ça maintenant. Mais je crois que le gars a délété sa chaîne YouTube. Mais il y avait une époque un moine japonais qui s'entraînait à devenir un moine Shingon et qui avait fait une série de vidéos sur son apprentissage. Et c'était hyper intéressant. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que pour s'entraîner à faire le rituel, il avait acheté différents contenants, des bouteilles, des canettes de café ou des petites bouteilles de jus de fruits et tout, de la bonne taille d'une certaine façon, qu'il avait mis sur une table pour représenter vraiment les différents accessoires rituels. Et il s'entraînait du coup à faire le rituel en disant, ok, ben ça, je dois poser ça ici, prendre ça là, hop, aller chercher dans tel récipient. Et du coup, ben, comme tous ces éléments rituels ont bien sûr un coût, hein, ça coûte cher, hein, c'est des beaux matériaux, c'est des, euh, des éléments pour des rituels, donc forcément ça a un certain coût. Comme lui, il était encore débutant et qu'il voulait quand même pratiquer dans des conditions qui ressemblent un peu à la réalité, je pense que son maître lui a dit, bah écoute, faut que tu achètes tous ces éléments-là dans un combini. C'est des trucs qui coûtent 100 yens à chaque fois. Comme ça, tu les poses sur ta table aux bons endroits en refaisant le setting. Et du coup, bah, tu vas pouvoir t'entraîner à faire le rituel tout seul chez toi, dans ton 20 mètres carrés à Tokyo. Et ce sera cool. Et c'était vraiment très sympa de le voir faire. Et malheureusement, je crois qu'il a supprimé sa chaîne YouTube. C'est dommage, c'était très cool de voir la pratique d'un moine Shingon. Voilà. Gulli qui dit c'est bon pour la confiance en soi de ces écoles. Si Kai-san jette le pot de yaourt dans la poubelle verte, il se fait acquérir. À mon avis, ouais, il regrette fort. Ou peut-être qu'il doit réciter la formule parce qu'il a raté le rituel, là, justement. Non, je t'avoue, le truc est tellement violent qu'il faut une formule pour s'excuser d'avoir raté un bout du rituel au cas où, quoi. Alors que nous, dans le Joshinshu, on sent pas les steaks. Alors bien sûr, j'exagère. Dans le Jodo Shinshu, en vrai aussi, on a des rituels. Moi, sûrement, je suis en train de me former à tout ça, aux aspects plus importants du rituel, à comment est-ce que tu organises un Butsudan et tout, un hôtel de Bouddha, comment tu organises ton hôtel à Bouddha, quels objets tu y mets, dans quel ordre, dans quel cas et tout. En fait, il y a plein de règles aussi. Mais à aucun moment, les cérémonies n'atteignent que 10% du niveau de complexité que peut avoir une cérémonie Shingon. On n'est vraiment pas du tout dans les mêmes niveaux, en fait. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ben, Shingon, le but, hein, c'est ce que j'ai mis ici. Le but du Shingon, en fait, ça va être de devenir un Bouddha dans cette vie en pratiquant ce qu'on appelle les trois mystères, c'est-à-dire la parole avec les mantras. Donc, on va réciter ces espèces de formules magiques, les gestes, des mudras, hein, ce que vous voyez ici avec le mudra du j'ai plus de doigts, et la pensée, où on va visualiser des mandalas. Et l'idée, donc, ça va être en parlant comme un Bouddha, en pensant comme un Bouddha, en agissant comme un Bouddha, eh bien, on se rapproche de l'état de Bouddha. Donc là, contrairement, vous voyez, au Jodo Shinshu, où dans le Jodo Shinshu, on disait, ben, vous êtes une personne normale, le mieux que vous avez à faire, c'est de prendre conscience de vos limites et de vous en remettre au Bouddha Amida, ce que fait du coup Ren-san, hein. Dans le Shingon, on va plutôt vous dire, pratiquez comme un dingue avec ces trucs ultra complexes et vous allez pouvoir devenir un Bouddha dans ce corps-ci. Donc, bah, par contre, il faut pratiquer comme un fou, être très sérieux dans sa pratique et ne pas faire d'erreur. Donc voilà, c'est une autre forme de bouddhisme pour un autre type de personnes. Aussi des personnes qui apprécient, on va dire, peut-être ce côté un peu plus magique, un peu plus caché. Assez attirant, hein, je veux dire, ça. Il y a un côté attractif, hein, là-dedans, en se disant waouh, je vais je vais apprendre à réaliser des rituels complexes que seul de maître à disciple ça se transmet et tout. Ça donne envie, hein, d'une certaine façon. Après, je sais que moi, j'ai pas le niveau attentionnel et l'attention suffisante aux détails, on va dire plutôt. Je fais partie de ces gens qui n'ont pas une attention suffisante aux détails pour pouvoir faire un bon one Shingon. J'aurais été une catastrophe. Je me serais loupé tout le temps sur les rituels, ça aurait été un enfer. Et surtout, ça m'aurait saoulé très vite. Du coup, pour ça que c'est pas pour moi non plus.
Vous allez croire que j'élimine les branches juste parce que c'est trop dur. Oh, ça, c'est trop dur. Oh, ça, il y a trop de rituels, c'est saoul. Mais d'une certaine façon, il y a un peu de ça aussi. J'ai choisi une branche qui correspond à ma personnalité. Euh, voilà, souvent, les pratiquants du Shingon, ils ont un autre type d'état d'esprit aussi, quoi. Comme dit Jardin de Thé, ce n'est pas donné à tout le monde, effectivement. Effectivement. Donc, voilà, du coup, pour notre bon Kaisan. Écoutez, il est déjà 9h15, c'est déjà peut-être pas trop mal. Moi, ce que je peux vous proposer pour finir cette session, ce serait, eh bien, pourquoi pas, pratiquer une petite session de méditation. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que déjà, ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus grâce à ces moines. Vous comprenez peut-être aussi un petit peu plus leur caractère, pourquoi est-ce qu'ils agissent de la façon dont ils agissent. J'espère que ça a été intéressant pour vous. C'est l'occasion de refaire un petit peu mon historique sur juste les différentes branches du bouddhisme japonais. Avant, je faisais des lives spécifiques pour chaque école, justement. Et en fait, bah là, j'en profite parce que grâce à Bouddha Café, je peux rentrer dans le détail du coup, du Shingon, du Zen et du Jodo Shinshu aussi, naturellement. Donc, c'est aussi l'occasion de reparler un petit peu des spécificités de chacune de ces écoles-là. Donc voilà, Jardin de Thé Temacha qui dit, pardon, très sympa ce format de stream. Jardin de Thé qui dit très intéressant. Christine qui dit très intéressant et abordable aussi. J'aime beaucoup cette formule. Ren et Kai, c'est Sangoku contre Vegeta, Mario contre Sonic, Boursin contre Tartare, ouais, ou Mickey versus Donald. Non, peut-être pas parce que. Mais j'avoue qu'il y a un peu de ça. Ren et Kai, ouais, il y a le côté Pépouze, Gon versus Killua. On peut en trouver pas mal là, dans l'animé, hein, le combo Ren et Kai, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Yami qui dit très intéressant, merci à toi aussi Yami, très très cool. Bah écoutez, c'est excellent, merci aussi pour les infos sur Panier-Man. Bah écoute, si ça t'a donné envie de te renseigner un peu plus, ça c'est très très bien. Je crois qu'il y a une personne qui enseigne le shakuhachi à Paris, il me semble. Je sais pas du tout si c'était de Paris ou pas du tout, mais moi c'est vrai que comme j'y suis pas du tout, ben, je peux malheureusement pas forcément trop continuer. Mais ouais, il est possible a priori d'apprendre le shakuhachi à Paris. Je sais pas trop s'il y a possibilité de le faire en ligne. Mais ouais, c'est un instrument qui est vraiment, vraiment incroyable, aussi incroyable qu'il est frustrant en fait. Mais quand on voit les personnes qui le gèrent, ça apporte quelque chose en fait, le fait de l'avoir testé soi-même, moi d'avoir passé 6 mois à galérer sur cet instrument. C'est peu, hein, 6 mois, mais de l'autre, quand tu fais 6 mois à fond, t'as quand même le temps voilà, de bien grinder un peu ton instrument, quoi. Et t'apprécies d'autant plus quand tu vois des mecs jouer du shakuhachi à haut niveau. Tu vois, quand tu connais la difficulté de l'instrument, la difficulté que tous ont eu au début à sortir ne serait-ce que la moindre note, la difficulté à passer du grave aux aigus sur l'instrument, tu fais, mais waouh, et te les entends jouer comme si c'était facile en fait. Et c'est incroyable, c'est d'autant plus incroyable. Je dis souvent ça, hein, pour pouvoir apprécier au mieux un art. Le mieux, c'est de l'avoir testé au moins une fois soi-même, se rendre compte à quel point c'est vraiment difficile, quoi. Vraiment, vraiment difficile. Tous les formes d'art, hein, il y a le shakuhachi, c'est outrageusement difficile pour un instrument. Moi qui joue du handpan à côté, qui est l'instrument le plus bébou du monde, voilà, il y a des instruments qui sont plus faciles que d'autres, faut pas dire. Tous les instruments ont une dose de difficulté, mais il y en a qui sont plus durs que d'autres. Et le shakuhachi, il est vraiment dans la tier list, il est en S de la tier list des instruments chauds à jouer, quoi. Voilà. Et tu peux faire un cosplay de Panier-Man, un Gulli, effectivement, pour la prochaine Japan Expo. Avec carrément. Ça se trouve, tu peux même rentrer sans ticket si t'es capable de jouer la chanson, sinon ils te décapitent. À l'ancienne, ils appliquent les anciennes règles féodales. Mais ouais, c'est magnifique à écouter. Je vous encourage à écouter du shakuhachi si vous avez l'occasion. C'est vraiment un des instruments. Mais vous en avez tous probablement déjà entendu dans des bandes son japonaises. Quand vous entendez cette flûte avec des variations incroyables de sensibilité, d'émotion et tout, c'est le shakuhachi. Et ça permet de faire des sons qui sont juste extrêmement variés en fait. Voilà. Et bien écoutez, je vous propose de terminer par une petite session de méditation pour se poser au calme le soir. D'habitude, on fait la méditation le matin, mais là, comme on est ensemble... Et oui, Sophie a raison, je suis boulé, mais elle a raison. Ma propre bande-son de stream,
c'est du shakuhachi. Alors, je sais pas si c'est du vrai shakuhachi ou si c'est un shakuhachi modé sur clavier, mais techniquement, c'est du shakuhachi, ouais. Ouais, complètement. Donc, vous pourrez en entendre sur ma bande son. Voilà, il y en a carrément, ouais. C'est une bande son de shakuhachi, en fait, simplement. J'avais oublié. Possiblement de Princesse Mononoke, c'est possible. J'ai plus souvenir de toute la bande son de Princesse Mononoke, mais c'est possible. C'est possible. De toute façon, quand on veut ajouter un côté un peu tradi, un peu naturel, tradi, et ou méditatif, en général, c'est l'instrument qui revient, hein. C'est le classique japonais pour évoquer ces émotions-là, quoi.